Introduction. Jusqu'au début du XXe siècle, la Chine est encore un vaste empire pauvre et monarchique. De 1911 à 1949, elle connaît une série de révolutions ou de guerres civiles. La première est dirigée par Sun Yat-sen, un jeune intellectuel, et la seconde par Mao Zedong qui, devant le Parti communiste chinois, PCC, créé en 1921, a proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Ainsi, on assiste à l'ère maoïste, 1949-1976, à la période des réformes et à l'ouverture du pays par Deng Xiaoping. La deuxième guerre civile, 1945-1949, et la victoire des communistes. La guerre sino-japonaise de 1937 provoque une alliance entre le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Parti communiste chinois, PCC, de Mao. Mais après la capitulation japonaise du 2 septembre 1945, la guerre civile reprend entre les nationalistes de Chiang Kai-shek soutenus par les États-Unis et les communistes de Mao Tse-dong soutenus par l'Union soviétique. En 1948, les communistes prennent les grandes villes, Canton et Shanghai, face aux nationalistes. En janvier 1949, les communistes de Mao écrasent les nationalistes dont les fugitifs parviennent à occuper l'île de Formose, Taïwan, et Chiang Kai-shek y installe la République de Chine. Le 1er octobre 1949, Mao proclame la République populaire de Chine directement inspirée du socialisme marxiste. 2. L'évolution de la Chine de 1949 à 1976. En 1949, la Chine est déjà un pays très peuplé, 500 millions d'habitants, très pauvre et très divisé, ce qui nécessite sa reconstruction. 1. La reconstruction économique, 1949-1952. Pour mettre le pays en marche, le Parti communiste chinois, PCC, adopte 3 mesures principales. La réforme agraire du 28 juin 1950 qui détruit le système de propriété traditionnel et permet aux paysans pauvres de disposer de terres. La réforme de l'industrie par la nationalisation d'entreprises appartenant aux grandes familles capitalistes et étrangères. La réforme de l'industrie par la nationalisation d'entreprises appartenant aux grandes familles capitalistes et étrangères. Les mesures politiques, sociales et culturelles portent sur l'assainissement de la société, alphabétisation, libération de la femme, lutte contre la corruption, sur l'établissement des conditions d'égalité entre toutes les couches sociales et sur l'enseignement obligatoire du maoïsme. 2. La mise en place du régime socialiste, 1953-1957. De 1953 à 1957, la Chine s'engage dans une voie largement inspirée du modèle soviétique. Comme en URSS, le plan quinquennal, 1953-1957, donne une grande priorité à l'industrie lourde au détriment de l'agriculture. Il entraîne le regroupement des paysans en coopératives socialistes, unités agricoles de travail et de partage, et le secteur privé disparaît pratiquement au profit d'entreprises étatiques dès 1955. Les résultats du plan sont satisfaisants dans le domaine industriel mais décevants dans le domaine agricole. La situation du monde rural connaît alors un recul. Pour redonner une certaine liberté d'expression à la population, surtout aux intellectuels, le régime chinois lance en janvier 1956 la « campagne des 100 fleurs » par le slogan « Que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent ». C'est la déstalinisation à la chinoise qui signifie la suppression de toutes les caractéristiques autoritaires mises en place par Joseph Staline. Mais le pouvoir de Mao est sévèrement critiqué et la société chinoise l'impose de rechercher un modèle de développement local. Mao, rompt avec l'URSS et répond par le « Grand bond en avant » 3. Le « Grand bond en avant » 1958-1961. En 1958, Mao lance le « Grand bond en avant » qui a pour but de stimuler en un temps record la production par la collectivisation agricole, l'élargissement d'infrastructures industrielles et la réalisation de projets de travaux publics. D'envergure utopique, ce projet échoue à cause des erreurs de gestion et surtout du manque de motivation des paysans. Ainsi la famine fait 20 millions de morts. Très critiqué, Mao contre-attaque et lance la Grande Révolution culturelle prolétarienne, qui permettra à Mao de rester à la tête du pays jusqu'à sa mort en 1976. 4. La Grande Révolution culturelle prolétarienne, de 1966 en 1966. Mao lance la Grande Révolution culturelle prolétarienne. C'est un appel à la révolte de jeunesse contre l'appareil de PCC, rendu coupable des erreurs du passé et suspecté de vouloir restaurer le capitalisme. Étudiants, ouvriers, soldats affrontent les cadres du PCC et des comités révolutionnaires ouvriers se créent dans tout le pays en 1967. Avec le soutien de l'armée dirigée par le maréchal Lin Biao, Mao reprend en main le PCC et en fait exclure Liu Shaoqi qui connaît une ascension politique fulgurante. Des millions de Chinois sont à nouveau victimes de l'épuration, assainissement, maoïste. Cependant, à partir de 1969, la Chine entre dans une période de reconstruction et accède à la scène internationale.
Elle devient membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 1971 et reçoit le président américain Richard Nixon en visite officielle à Pékin en février 1972. La fin de la « Grande Révolution culturelle prolétarienne » est officiellement annoncée en 1977, un an après la mort du Premier ministre Zhou Enlai 8 janvier 1976, et de Mao 9 septembre 1976. Cette année 1977 marque le rétablissement de Deng Xiaoping à la tête du parti et de l'État. 3. L'après-Mao ou l'ouverture vers l'extérieur. La démaoïsation est poursuivie par Deng Xiaoping qui contrôle progressivement le pays à partir de 1977. Celui-ci met en œuvre les 4 modernisations de l'agriculture, de l'industrie, de la défense nationale et de la recherche scientifique et technique, idée de Zhou Enlai. Ensuite il engage le pays dans une franche ouverture et fait appel aux compétences extérieures. L'économie s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur avec l'entrée de la Chine au Fonds monétaire international, FMI, et à la Banque mondiale en 1980. Des zones économiques spéciales, ZES, sont créées à partir de 1978 sur le littoral pour attirer les investissements étrangers. Sur le plan politique, la Chine entretient des relations officielles avec les États-Unis, le Japon et l'URSS. Entre 1977 et 1982, l'agriculture est pratiquement décollectivisée. L'industrie lourde reste entre les mains de l'État mais l'autonomie des entreprises est renforcée et les prix sont libérés. L'entreprise privée est autorisée dans les industries de consommation. Les actes de Mao sont critiqués mais sa pensée politique reste intouchable, c'est-à-dire que les changements politiques sont limités. Le massacre, par l'armée chinoise, de la place Tiananmen, 3-4 juin 1989, printemps de Pékin, contre les étudiants, les ouvriers et les intellectuels qui réclamaient plus de démocratie et d'égalité sociale, montre que les libertés fondamentales sont souvent bafouées, plus de 700 morts. En 1993, la Chine devient le deuxième pôle d'investissement derrière les États-Unis. En octobre 2014, elle est devenue la première puissance économique du monde avec 16,5 PER100 en termes de pouvoir d'achat réel, une notion économique qui a pour objectif de mesurer la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acquérir, devant les 16,3 PER100 des États-Unis. Conclusion: pays longtemps replié sur lui-même, la Chine s'est engagée dans la voie socialiste pour se développer. Après la mort de Mao Zedong, la Chine du Premier ministre Deng Xiaoping s'ouvre vers l'extérieur. C'est le début de l'économie libérale chinoise. Moins de 3 décennies plus tard, la Chine a changé de visage. Jour après jour, l'empire du milieu gagne le statut de grande puissance et change le monde.